Le métier de professeur, tout le monde le connaît. Notre propre parcours d'enfant, puis celui de nos enfants sont jalonnés de profs, tels des repères dans le temps, mais aussi des repères dans l'accès aux multiples savoirs dont ils sont les garants. Le professeur exerce un métier qu'il a choisi, il l'exerce avec rigueur et compétence, mais avant de se fondre dans l'entité enseignement, les profs sont des femmes et des hommes formidables, des bâtisseurs aux multiples facettes. Je suis Christophe Salomé, professeur des écoles depuis une trentaine d'années, et depuis 15 ans, je me promène d'école en école en tant que maître remplaçant. Je découvre régulièrement des personnes qui ont des choses à raconter, des personnes qui font, des personnes qui ne sont pas juste des enseignants, des profs, etc. Dans ce podcast, je leur donne la parole. Qu'est-ce qui leur a donné le désir d'enseigner? Quelles sont leurs valeurs, leurs passions, leurs attentes? Qu'ont-ils envie de partager? Prof, etc. Mathieu Parcaroli est né à Algrange, en Lorraine, ville minière de Moselle. Il est enseignant dans le premier degré depuis 2002 et directeur d'école depuis 2010 à Jeuf, en Meurthe-et-Moselle, dans l'école qu'a fréquenté un autre illustre lorrain, Michel Platini. Depuis qu'il a 6 ans, il porte en lui l'envie de créer, de bricoler, de patouiller, ce sont ses mots. Mathieu avoue qu'il est devenu enseignant un peu par hasard. C'est pour séduire celle qui est devenue son épouse qu'il a passé le concours. Son côté, etc., c'est l'écriture. Il a été lauréat du prix Écrire au féminin en 2016 et il a publié son premier roman, Le Cri des corbeaux, en 2019 aux éditions Lattès, Le Masque. À quelques jours d'un probable reconfinement, c'est le page-turner à se procurer pour se distraire au chaud chez soi. Mathieu Parcaroli, bonjour. Oui, bonjour. Qu'est-ce que vous avez pris comme plat la dernière fois que vous êtes allé au restaurant? Il faut déjà que je me souvienne la dernière fois que j'ai été au restaurant. Parce qu'avec ces histoires de Covid, ça fait quelques temps. Alors, si on peut appeler ça un restaurant, on va dire un McDo. Et j'ai dû prendre un Big Mac et des frites. Prof, etc. Quel regard portez-vous sur votre enfance? Deux types. On va dire qu'il y aurait deux phases. La phase 0-12 ans, plutôt sympa, plutôt tranquille. Et puis la phase 12-18, collégien, un peu complexé et avec un moment de collège un peu plus compliqué à vivre, on va dire, quoi. Qui s'est un peu calmé au lycée, fort heureusement. Quel est votre meilleur souvenir en tant qu'élève? Alors je lui en ai parlé il n'y a pas longtemps parce que j'avais pu faire une conférence dans une médiathèque, pas loin de là où j'étais à l'école d'ailleurs, et mon enseignant de CP était venu me faire un petit coucou, et qui est à la retraite maintenant et qui a plus de 80, il doit avoir 85 ans maintenant, Monsieur Fumex, et je lui disais que j'avais un souvenir de sa classe où on devait à l'époque avec un magnétophone enregistrer une histoire qu'on inventait ensemble, donc j'étais au CP, et on devait la bruiter, donc on devait imaginer l'animal qui tombait dans l'eau, donc on était au-dessus du seau et on devait faire tomber l'éponge et enregistrer avec le vieux magnétophone avec la cassette à l'époque d'un autre monde, monde d'une autre époque plutôt, et voilà, donc je pense que je lui disais que peut-être qu'en moi ça a peut-être aussi un peu donné l'envie de raconter des histoires ou de créer, donc voilà, je trouvais c'est un de mes plus beaux souvenirs d'écolier, je pense. Vous parliez tout à l'heure de votre adolescence. En quoi cette période a influencé votre carrière et le parent que vous êtes aujourd'hui? Alors, comme je disais, l'adolescence, pour moi, c'était une période un peu compliquée. On va dire que le collège n'était pas forcément les meilleures années que j'ai vécues. Donc, au niveau relationnel avec les copains, au niveau harcèlement, parce que du coup, il y a eu une petite phase compliquée de ce côté-là, en fait, avec quelques personnes, même si on n'appelait pas ça harcèlement à l'époque. Voilà, je pense que ça m'a d'un côté renforcé et ça m'a d'un côté un peu plus angoissé pour l'adolescence de mes filles, quoi. Je le disais en introduction, vous êtes devenu enseignant pour séduire votre épouse. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette méthode de drague que personnellement j'ignorais jusqu'à aujourd'hui?
Alors le problème, c'est que j'ai toujours voulu, comme je le disais, comme vous le rappeliez, du coup, à 6 ans, avoir envie de créer, de patouiller, de bricoler. Et quand il s'agissait de terminer ma terminale, j'avais voulu un peu, je savais pas trop quoi faire, donc je m'étais inscrit en doc de maths. J'avais été pris en classe prépa scientifique et j'avais refusé la classe prépa. Donc le, le principal de l'époque avait un peu halluciné que je refuse la classe prépa pour aller en fac. Mais bon, je l'ai fait et je le regrette pas. Et je suis arrivé donc en Doug maths informatique et après le Doug maths informatique, j'avais dit à mes parents, voilà, je voulais monter à Paris, je voulais faire de la scène, je voulais m'inscrire en école de comédie. Enfin, je savais pas trop ce que je voulais, mais je voulais créer, en tout cas dans le domaine artistique. Et donc j'avais réussi à négocier une année sabbatique après le Doug, mais finalement mes parents ont un peu insisté en disant bah attends la licence. Donc j'ai attendu la licence et puis je devais donc avoir cette fameuse année sabbatique pour pouvoir organiser une vie artistique, on va dire. Et l'été de cette année-là, en fait, j'ai rencontré mon épouse qui elle passait le concours d'enseignante, enfin qui préparait le concours d'enseignante et qui avait été refusée à l'UFM et elle préparait en candidate libre. Donc je lui ai dit écoute, à la limite, si tu veux, on prépare ensemble. Donc on a passé l'année finalement à préparer le concours. Elle a fini sur liste principale et moi sur liste complémentaire et j'ai été appelé le 5 septembre de l'année là tout de suite sur le terrain pour enseigner. Donc du coup j'avais décroché mon concours et j'ai du coup mis un peu de côté ce côté artistique pour ma vie amoureuse. Vous y êtes revenu à la création puisque vous écrivez et écrire relève souvent d'un processus qui mûrit lentement. Comment est né chez vous ce désir ou ce besoin d'écrire ? Alors, le besoin d'écrire, j'arrive à le dater, il date de l'avant-vingtaine en fait, où j'avais eu besoin de tenter d'écrire quelque chose et j'avais fait un roman. Voilà, j'avais 20 ans, donc j'avais été jusqu'au bout de l'aventure. Je sais même pas si j'ai tenté d'ailleurs de l'envoyer à des éditeurs à l'époque. Et puis je l'ai mis de côté. Ma femme l'avait lu, voilà, elle l'avait trouvé. Ouais, bof, voilà, pas topissime, on va dire, à l'époque. Du coup, j'avais tout mis effectivement ça de côté, cette envie pour construire ma vie amoureuse, voilà, que j'avais pas eu avant. Donc, du coup, je me suis donné à fond là-dedans. Et puis ensuite, ben voilà, maison, construction d'une maison, mariage, enfant. Chien, tout ça prend du temps et jusqu'au moment où j'ai eu envie par le biais d'un concours en fait, d'un appel à concours sur Facebook, d'un site qui s'appelait Je deviens écrivain. J'ai eu envie en fait, comme Maxime Chatham était le parrain, de me lancer dans l'écriture. Donc il fallait écrire une nouvelle à cette époque-là. Donc je me suis lancé dans l'écriture de cette nouvelle et en fait cette nouvelle a servi de base justement à l'écriture du Cri des Corbeaux plus tard que j'ai un peu enrichi pour que ça devienne un roman. Alors la sortie de votre premier roman est encore récente, mais est-ce que vous avez un nouveau projet sur le feu ? Il y a plein de projets. Il y a plein de projets. Depuis 2016, depuis 2015, donc je deviens écrivain et cette nouvelle. Donc j'ai participé à d'autres concours et il y a dû avoir à peu près environ un roman et demi par an en écriture. Donc on va dire que j'ai du stock de romans. Après, le plus dur, c'est de transformer l'essai, de trouver un éditeur pour un deuxième roman, sachant que les romans sont en plus de styles totalement différents, quoi. Voilà, que ce soit le thriller psychologique pour Le Cri des Corbeaux, il y a un autre thriller aussi sur lequel j'ai travaillé, qu'il faut que je retravaille. Il y a un roman sur les réfugiés, il y a un roman qui est plus feel good, où on part dans un road trip en Italie. Voilà. J'écris ce que j'ai envie d'écrire au moment où je l'ai envie et du coup après effectivement pour transformer l'essai derrière dans le monde de l'édition, même après une première publication, c'est parfois compliqué. Donc il faut être pugnace et puis rencontrer les bonnes personnes au bon moment et avoir les bons contacts. Donc voilà, on va croiser les doigts aussi de ce côté-là. Quand est-ce que vous avez ri aux larmes pour la dernière fois et pour quelle raison ? Alors, Rire aux larmes, ça devait être un film totalement débile. Je
dont je me rappelle plus le titre, mais ça va me revenir, avec des espions, les frères Gisby ou Grisby, je sais plus exactement le titre, mais de l'humour totalement anglais, avec Sacha Baron Cohen, complètement déjanté. Et je crois que ça doit être, en plus ça arrive à un moment, ce film, où j'avais vraiment besoin. Et donc ça fait quelques années où ouais, j'ai ri aux larmes. Ça fait quelques années que j'ai plus ri aux larmes aussi, du coup, mais... Pouvez-vous me citer un moment préféré de votre journée, qu'il soit professionnel ou plus personnel ? Je pense que mon moment préféré de la journée, c'est le soir, quand on se retrouve, ma femme et moi, à deux sur le canapé, avec la télé en fond, et où on coupe un peu de la vie de parents, et la vie professionnelle, et la vie d'enseignant. Quelle valeur a aujourd'hui le plus de sens pour vous ? Ouais, je dirais que c'est une valeur qui est un peu galvaudée en ce moment, c'est la fraternité. Vous pouvez développer un peu ce... Oui, je pense que voilà, on oublie un peu ce triptyque qui est sur le fronton des mairies, liberté, égalité, fraternité. Et je pense que voilà, la partie fraternité est celle qu'on devrait encore plus travailler, parce que c'est compliqué encore dans ce monde qui est quand même relativement égoïste, de penser aux autres, voilà, et penser aux autres de manière bienveillante. C'est un peu compliqué pour certains, quoi. Donc je dirais la fraternité, parce que ça rebondit bien avec ma profession d'enseignant, et la bienveillance aussi, parce que voilà, on ne peut être que fraternel de manière bienveillante. prof, etc. Quel mot, selon vous, compléterait le mieux le mot écrire ? Plaisir, parce que c'est Guillaume Musso qui disait qu'il faut écrire le livre qu'on a envie de lire. Et je pense comme lui. Je pense qu'il faut déjà avoir envie de se lire soi-même, et de son premier supporter, pour se lancer dans l'écriture. Et je pense que s'il n'y a pas de plaisir, il faut arrêter, en fait. Il ne faut pas que ça devienne une contrainte, ni un supplice. Quelle compétence ou capacité qui vous rend bien des services dans votre vie vous rend un peu fier ? Je pense que mes capacités d'organisation, je pense que ouais, c'est quelque chose qui me rend fier, et qui est utile dans les différentes tâches que je peux avoir, que ce soit le côté bricoleur, le côté directeur, le côté auteur. Voilà, tout ça, je pense qu'effectivement les capacités d'organisation, c'est essentiel, quoi. Cette capacité de pouvoir penser à plusieurs choses en même temps, c'est usant, mais c'est aussi parfois utile. Si vous pouviez vous mettre dans la peau de quelqu'un d'autre, vivant ou mort, pour une journée, vous choisiriez qui ? Et vivant ou mort, je vais faire deux réponses. Si c'est un personnage de fiction, je vais répondre Marty McFly, dans Retour vers le futur, parce que je pense que c'est quand même la classe de pouvoir faire de l'hoverboard. Et si je devais trouver un personnage qui, ayant existé, ouais, je vais répondre à un truc qui est totalement improbable, mais aussi un peu par provoque. Mais je dirais, ouais, Madame Vallaud-Belkacem. Je pense que voilà, politiquement, c'est quelqu'un que j'admire pour ses valeurs, et pour le travail qu'elle a pu effectuer au ministère. Et voilà, je pense que un peu pour la provoque aussi, j'aimerais bien. Ouais. Une journée passée dans sa peau, ce serait top. Comment définissez-vous le succès ? Alors, le succès, j'allais dire, c'est compliqué. Le succès dépend pas de nous, en fait. Je pense le succès dépend totalement des autres, totalement des rencontres qu'on peut faire, et je pense totalement de la chance qu'on peut avoir. Je pense que c'est multifactoriel, le succès, et que
Après, il y a la notion de mérite derrière, sur le succès aussi. Mais je pense que tout succès est mérité. Quand on voit certains intellectuels, justement, je parlais de Guillaume Musso tout à l'heure, un peu cracher dans ce genre de littérature, c'est juste oublier que c'est le plus gros vendeur, et que si c'est le plus gros vendeur, c'est pas pour rien non plus, et qu'il n'est pas là par hasard, quoi. Voilà. Donc pour moi, tout succès se mérite, mais effectivement, tout succès est mérité. Mais par contre, il est, je pense, aussi relatif, et il est aussi multifactoriel, comme je le disais, quoi. Prof, etc. Qu'est-ce que vous vous souhaitez, Mathieu, pour les 2 prochaines années ? Alors, pour les 2 prochaines années, premièrement, être aussi heureux que maintenant. Deuxièmement, transformer l'essai en publiant un 2e roman. Ce serait top. Et puis, dans les 2 ans, ça me paraît très compliqué, mais pouvoir vivre un jour du clavier, ce serait top, quoi. Ouais, merci Mathieu d'avoir accepté de vous livrer à mes questions. Bah écoute, merci en tout cas pour ces questions très intéressantes, et puis tes podcasts aussi très intéressants sur les autres facettes de ce métier. Vous pouvez retrouver les détails sur Le Cri des Corbeaux, le roman de Mathieu, en description de cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner à Prof, etc. sur les plateformes de diffusion, Spotify, Apple Podcasts, Deezer par exemple. N'hésitez pas non plus à m'offrir des étoiles sur iTunes ainsi que vos commentaires. Et si vous avez envie de partager votre côté etc. avec les auditeurs, écrivez-moi à chris, CHRIS, @salome-online.com, SALOME-online.com. À vendredi.